Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je m'appelle Serge Petit-Demange. J'ai fondé le mouvement pour le renouveau d'une république démocratique et citoyenne en octobre 2005 dans le but d'informer mes compatriotes de la possibilité légale offerte de sanctionner les usurpateurs au pouvoir depuis plusieurs décennies, quel que soit leur parti politique, en les chassant par notre bulletin de vote, sans oublier de leur demander des comptes pour les remplacer par des femmes et des hommes probes, honnêtes, désintéressés, passionnés par notre pays et ses alliés. Ces personnes existent. Elles n'adhèrent pas nécessairement à tel ou tel parti, mais elles sont de vrais patriotes. Aujourd'hui, je lance un vif appel à mes concitoyens. Je ne sais pas si je réussirai, je ne sais pas s'ils seront entendus, mais au moins j'aurai essayé. Je continuerai de vivre la conscience tranquille, apaisée, en plein accord avec moi-même. Et ça n'a pas de prix. Il est bon toutefois de constater que grâce à la duplication de la première vidéo et de sa diffusion sur YouTube, des régions comme la Franche-Comté, le Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent déjà plusieurs centaines d'adeptes en 3 mois seulement. Dans cette précédente vidéo, développant ces articles 1 et 9, je vous faisais part de l'existence de la solennelle et immuable déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, appelée aussi déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, complément indispensable de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. La solution existe, elle est écrite en toutes lettres. Vous pouvez entrer en possession de ce texte en historique et consensuel, salvateur, sur simple demande par courriel à mrrdc70, sans espace, @aol.com. Voilà pour ce qui est des bases légales des actions du mouvement En Marche vers son destin pour le devenir de la France. Après le quasi insurmontable problème de notre pays que représente la dette publique et son cortège de mensonges politiques, le second problème majeur de la France, et pas des moindres, est l'immigration galopante, qui ne date pas d'hier, et qui découle aujourd'hui de l'aberration politicienne d'avoir accentué, encouragé le droit du sol. Les socialistes de 1981 à nos jours ont grand ouvert le couvercle de la boîte de Pandore. Le loup est confortablement installé dans la bergerie, le ver est dans le fruit. Martine Delors-Aubry-Brochen, maire de Lille et actuelle première secrétaire du Parti socialiste, est en grande partie responsable, elle qui a autorisé des heures spécifiques d'ouverture de la piscine municipale à une religion qui interdit que les hommes se baignent en même temps que les femmes. Volontaire oubli de l'intérêt général de la nation, de l'autre bord, rien n'a changé. Plus préoccupé par ces querelles de petits chefs que par la recherche de notre bien-vivre, la droite, que le général de Gaulle qualifiait la droite la plus bête du monde, n'a pas su ou voulu juguler ce flot migratoire de gens plus intéressés par les soi-disant droits ouverts dans notre pays qu'au devoir se rattachant à leur seule présence sur notre sol. Il y a 20 ans, le 19 juin 1991, à Orléans, Jacques Chirac déclarait « Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant la guerre, mais ce n'est pas les mêmes et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonaises et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des noirs. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassé, une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier, il devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens de nommer le regroupement familial et il faut enfin ouvrir le débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral pour savoir s'il est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne payent pas d'impôts. En 1991, après avoir été le premier ministre cohabitationniste de M. Mitterrand,
Jacques Chirac était député-maire de Paris. Il a ensuite occupé l'Élysée pendant 12 ans. Sauf à chloroformer, manipuler l'opinion, le tromper, mentir aux électeurs, je ne vois pas l'intérêt de dire des choses aussi puissantes sans les faire suivre des faits lorsqu'on détient le pouvoir suprême. Qu'a-t-il fait? Et ses amis de la même engeance, De Villepin quand il était Premier ministre, Sarkozy, l'actuel président, les futurs candidats de droite. À propos de Sarkozy, n'a-t-il pas promis de nettoyer les banlieues à la Karcher quand il était ministre de l'Intérieur? Où en est-on aujourd'hui? Recrudescence de la violence, du trafic de drogue, d'attaques à main armée. Quant à De Villepin, il a un jour déclaré que la France avait les cuisses écartées et qu'elle attendait désespérément qu'on la baise. On ne baisse pas la France, monsieur De Villepin. On l'aime, on l'honore, mais on ne la baisse pas. C'est par la tenue de propos aussi déplacés que vous l'affaiblissez aux yeux du monde. Pour ne citer que ces deux grands, je doute fort que Mme Angela Merkel baise l'Allemagne ou que M. Barack Obama baise les États-Unis d'Amérique. Vos propos sont stupides et dégradants à l'égard de mon pays. Il est capital que le peuple de France cesse d'être individualiste par accumulation de déceptions et se rassemble autour d'un consensus idéologique nouveau et protecteur. Et ce ne sont ni le Parti Socialiste, ni l'UMP, ni les écolos roulant en 4x4, ni les partis à l'idéologie stalinienne qui réussiront dans ce domaine. À quoi cela sert-il de se rendre au Vatican baiser l'anneau du pape, guide de notre religion étroitement liée à notre grande histoire, et laisser la porte grande ouverte à une religion aux antipodes de notre culture chrétienne? Faites un essai simple chez vous. Mélangez de l'huile et du vinaigre. Au bout d'un certain temps, ces deux éléments se sépareront à nouveau, irrémédiablement. C'est une question d'incompatibilité moléculaire fondamentale. La nature nous montre l'exemple. Au nom de son prophète, un imam prêche la mort des non-musulmans, les infidèles comme il nous nomme, alors que notre Dieu prêche l'amour de son prochain. Quand je parlais d'incompatibilité fondamentale, il est devenu urgemment opportun de réfléchir à envisager une nouvelle approche de la loi socialiste de 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État. On dit la France est généreuse. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai quand elle vient en aide à des pays touchés par des catastrophes, naturelles ou non. Nous avons un savoir-faire reconnu et envié dans le monde entier. Pour preuve, et pas des moindres, sur la demande du roi d'Arabie Saoudite, l'intervention du GIGN lors de la prise d'otage à la Mecque en novembre 1979. Grâce à ces hommes d'exception, la France a libéré ce lieu saint de l'islam. Les terroristes étaient des musulmans saccageant, assassinant d'autres musulmans en prière au sein même du territoire sacré de leur propre religion. Ouvrons les yeux, prenons conscience que les territoires des autres religions sont à leurs yeux uniquement des territoires à conquérir. C'est faux, parce que le politique politiquement correct, incapable d'enrayer la machine infernale qu'il a lui-même construite, n'a pas demandé l'avis du peuple pour distribuer notre argent à des gens qui ne cotisent pas, qui ne payent pas d'impôts, qui procréent 4 fois plus que la moyenne nationale, qui perçoivent des allocations multiples et variées, non imposables, votées par ceux-là même que nous avons installés au pouvoir. A-t-on demandé l'avis des Français de sang sur ce point de soi-disant générosité des Français? Prenons conscience du fait que nous avons intellectuellement été trompés et réagissons vigoureusement. L'élection présidentielle de 2012 sera suivie des élections législatives. Nous allons élire nos députés, nos représentants pour voter les futures lois. Une chance est offerte de déposer dans l'urne la solution aux problèmes générés par l'incompétence, le laxisme, l'abus de pouvoir, la crainte de déplaire, de perdre ses avantages et privilèges. Qui n'a pas au moins une fois entendu parler du livre « Jamais sans ma fille » ? Dans leur culture, leur mode de vie, quelle que soit la position sociale occupée, chasser le naturel, il revient au galop. On nous ment quand on nous affirme que l'islam de France est un islam modéré. J'aimerais le croire, mais c'est en majeure partie faux. Dans le monde, des terroristes barbus se réclamant de l'islam, minoritaires pour l'instant, en décident autrement tous les jours en enlevant des innocents, en tuant aveuglément. Comment différencier un musulman honnête d'un assassin enturbané? Une approche plus conciliante de ces peuples à la doctrine radicalement différente de la nôtre
ne sera possible que le jour où les responsables musulmans du monde entier prendront eux-mêmes les mesures nécessaires pour éradiquer les assassins qu'ils nourrissent et protègent. Des imams risquent de perdre leur autorité, voire leur vie, sans pour autant de devenir des martyrs. En attendant, force est de constater que l'histoire découlant de la volonté hégémonique idéologique se répète. Arthur Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Benito Mussolini, Adolf Hitler, signature de l'accord de Munich du 29 septembre 1938, n'ont pas empêché la Seconde Guerre mondiale, Hitler ayant violé l'accord précité. Ceci n'engageant que moi, dans l'esprit, le fond, pas la forme, du président Harry Truman à l'égard du Japon en 1945, je suis partisan de la manière forte pour rétablir l'équilibre mondial. La vie m'a appris que la palabre diplomatique ne suffit pas toujours pour solutionner durablement les conflits. La peur est sage conseillère. On dit souvent que rien n'est tout noir ou tout blanc. Pourtant, il est des situations sans nuance. Par exemple, une femme est enceinte ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas modérément enceinte. Et la France est enceinte, victime du viol collectif de ses valeurs ancestrales, historiques, une véritable tournante commise par une caste que nous avons nous-mêmes placée au pouvoir, pour beaucoup sortis de l'ENA ou Sciences Po, adeptes de l'hypocrite politiquement correcte pour protéger leurs acquis, à l'origine des lois scélérates sur le regroupement familial et la dernière réforme sur les retraites. Des sites internet démontrent clairement ce que les intégristes islamiques veulent faire après leur éventuelle arrivée au pouvoir. La djihad, la guerre soi-disant sainte et leur charia comme constitution. Nous voilà revenus au temps des croisades. Heureusement, grâce à Madame Simone Veil, la France a droit à l'IVG. Il est vital pour nous que la France avorte de cet enfant non désiré, dont le peuple souverain ne veut pas, nourrisson qui crache sur sa mère nourricière d'adoption. Cette interruption volontaire de grossesse viendra par le pouvoir des urnes lors des élections présidentielles et législatives de 2012. Cela ne veut pas dire qu'il faille éradiquer tous ceux qui ne sont pas français de sang. Les Français ne sont pas des assassins sanguinaires. Il faut seulement réfléchir aux moyens de retrouver notre sérénité hexagonale et européenne, mais d'abord hexagonale. Les politiques savent trouver un consensus pour s'auto-augmenter de 70%. Qu'ils se creusent les méninges pour autre chose que leur portefeuille et leurs acquis outrageusement insultants pour la France d'en bas. Ils sont grassement payés pour ça. Si le mouvement pour le renouveau d'une république démocratique et citoyenne détient une part de pouvoir en 2012, que les actuels candidats sachent qu'ils devront revoir leur copie à la baisse s'agissant de leurs revenus et privilèges. Une piste à suivre, nous pensons que l'Afrique est un pays immensément riche, mais très mal exploité, au sens noble du terme. Il est vrai que pour l'exploiter, il faut travailler, et surtout ouvrir les yeux sur les pratiques locales. Pourquoi, à force de travail, de volonté, de détermination, le peuple d'Israël, cerné par des pays dont on ne peut pas dire qu'ils soient amis, arrive-t-il à créer des jardins luxuriants en plein désert et que certaines peuplades n'ont comme objectif que s'expatrier en pensant que l'herbe est plus verte en Europe? Le comportement des gouvernements concernés n'y est-il pas pour beaucoup dans l'attitude de leurs peuples respectifs? Quand on apprend que la famille de l'ex-dirigeant tunisien s'est lâchement enfuie avec 1,5 tonne d'or, on est en droit de se poser des questions quant à la morale des dirigeants alentours. À propos de ce peuple, j'ai la réponse, mais pose tout de même la question.